Alors, pour ouvrir cette discussion donc, et proposer des chemins à partir desquels toutes sortes de bifurcations seront possibles, Étienne, j'espère en tout cas, je Oui, voudrais revenir 40 ans en arrière, donc en mars 1981 précisément, au moment de la publication dans le Nouvel Observateur d'une tribune qui est une sorte d'interpellation adressée au Parti communiste dont tu es membre, l'appelant à prendre acte des effets politiques de la situation postcoloniale française et de l'immigration qui la caractérise, en proposant autre chose aux travailleurs immigrés que de défoncer au bulldozer les espaces sociaux en train de se construire pour auto-organiser une vie possible, ou du moins une vie vivable, sur le territoire hexagonal. Cette œuvre de destruction violente venait alors de se produire effectivement à Vitry et commanditée par le maire communiste de la ville. À cette mise en demeure de trouver une autre réponse à la question postcoloniale que celle de son exclusion par la violence, le Parti communiste de Georges Marchais a répondu immédiatement en publiant en première page de l'UMA l'annonce de ton exclusion. Cette passe d'armes qui se joue à la veille de l'arrivée de la gauche au pouvoir n'est pas sans rappeler celle qu'un illustre prédécesseur avait initiée, Aimé Césaire, en 1956, dans une lettre célèbre à Maurice Thorez, à qui il annonce lui-même sa démission au bon PC. là tu pousses un peu, hein. Bon, Et vas-y. alors, et alors que la sale guerre avait commencé, donc qui mettait d'une certaine manière tout un peuple sous la menace de sa bulldozérisation via la torture à grande échelle, et donc en Algérie, et dans un contexte politique où le PC venait de se rallier au Front républicain du moment, votant les pleins pouvoirs au gouvernement Guy Mollet et soutenant ainsi explicitement la mise en place d'une politique répressive au nom de l'État. Je profite de ce détour par Aimé Césaire pour citer un passage de cette lettre qui situe très précisément la fonction stratégique des groupes non mixtes, en dehors des mauvaises polémiques qui ont cours en ce moment à ce sujet, et vis-à-vis desquelles tu as publiquement pris position il y a 2 jours dans une tribune de soutien à Audrey Pulvar, publiée par Libération. Avec un lapsus extraordinaire que j'ai essayé de faire corriger jusqu'à la dernière minute, mais sans y arriver. C'est-à-dire que j'ai écrit dans Libération ce texte, bon, je ne sais pas si j'ai eu raison ou pas, mais peu importe, dans lequel je disais qu'elle avait pris position très justement pour défendre l'UNEF dans l'affaire, et j'ai mis dans l'affaire des groupes mixtes proposés par l'UNEF, soutenu, ou etc., par l'UNEF, alors qu'il s'agissait des groupes non mixtes. Alors, comme lapsus, je livre ça à ta sagacité de psychanalyste, hein, bon. Bon, Enfin, voilà, évidemment, tout le monde, je crois que 9 personnes sur 10 qui lisent le truc, évidemment, corrigent d'eux-mêmes, comme on c'est dit, ça, ils ne voient même pas le et ne voient lapsus. même pas, mais c'est quand même gros, hein. Bon, Tout le monde n'est pas psychanalyste, Étienne, je continue, te rassure sur ce point. continue, continue. Donc ça, voilà, récusant la position de grand frère tenue par le PC vis-à-vis des peuples colonisés, Césaire revendique dans cette lettre de ne donner à personne, je le cite, délégation pour penser pour nous, délégation pour chercher pour nous. Que nous ne puissions désormais accepter que qui que ce soit, fût-ce le meilleur de nos amis, se porte fort pour nous. Si le but de toute politique progressiste est de rendre un jour leur liberté aux peuples colonisés, au moins faut-il que l'action quotidienne des partis progressistes n'entre pas en contradiction avec la fin recherchée et ne détruise pas tous les jours les bases mêmes, les bases organisationnelles comme les bases psychologiques de cette future liberté, lesquelles se ramènent à un seul postulat, le droit à l'initiative. En quoi j'entends d'ailleurs une proposition tout à fait clinique, même si elle ne se veut pas comme telle. Prendre l'initiative de la parole est le postulat même de la psychanalyse, en tout cas sa condition de possibilité. Cette destruction, donc, la destruction des bases organisationnelles, à la fois politiques et psychologique, cette destruction était donc encore ouvertement à l'œuvre à Vitry en 81, au moment où tu publies cette tribune dans le Nouvel Obs. Et elle le reste aujourd'hui, sous des modalités renouvelées, mais pas moins violentes. À partir de cette conjoncture locale, qui a des résonances beaucoup plus larges, à la fois dans le temps, on vient de le voir,
dans cette allusion, dans cette référence à la lettre à Maurice Thorez en 1956, à la fois donc dans le temps et dans l'espace, à l'échelle nationale, le début des années 80 marque l'expansion du FN. Si on suit la thèse de Jacques Rancière sur la question, donc l'EPS a tué la gauche et en tout cas a marqué le moment de l'expansion du Front National dans le paysage politique français. Donc, à partir de cette conjoncture locale aux résonances multiples, tu fais une place croissante, donc à partir du début des années 80, dans ta philosophie politique à la question du racisme, notamment via deux éléments que l'on peut isoler, mais qui sont intrinsèquement liés et par lesquels tu prolonges autrement l'usage critique du marxisme qui était déjà en jeu dans ton affiliation althusserrienne. Donc, ces deux éléments sont d'une part la figure du travailleur immigré, par lesquels se nouent indissociablement race et classe, et le schème de la frontière que tu fais fonctionner comme une sorte de principe d'antinomie propre aux États-nations. La frontière est ce qui institue l'État-nation à partir de la définition d'un territoire, mais elle est aussi ce qui n'est jamais suffisamment institué pour assurer l'homogénéité du territoire national, son identité, et doit donc être rejoué constamment à différentes échelles. Ce principe d'antinomie est au fondement de la relecture que tu vas faire du surmoi freudien, et aussi ce à partir de quoi tu nous permets, me semble-t-il, d'envisager une détermination réciproque entre formation sociale et mode de subjectivation. Comment articules-tu l'équation forte que tu proposes entre forme nationale de l'État, idéologie nationaliste et racisme, sur laquelle tu pourrais peut-être commencer par revenir, et ce qui semble s'être imposé à toi ensuite, de la nécessité de penser une ontologie transindividuelle pour l'élaboration de laquelle tu mobiliseras explicitement la psychanalyse freudienne. Première question, et peut-être je passe au groupe de questions suivantes sur la question du transindividuel, ou alors tu réponds d'abord à ça, comme tu préfères. Est-ce que tu préfères avoir l'ensemble des questions qu'on souhaitait t'adresser? Oui, peut-être. Si ça n'ennuie pas les camarades, enfin les amis, je ne sais pas ce qu'il faut dire, les collègues, les copains. Les copains de Pantin. Bon. Voilà, exactement. Écoute, je ne pense pas que les copains de Pantin soient embêtés par, voilà, par un petit tableau d'ensemble. Je croule déjà à la fois sous les embarras et sous les responsabilités. Alors, continue. Alors. Bon, mais tu en feras ce que tu veux. Hein. Oui, c'est son livre, mais enfin, il fallait bien t'accueillir. Je croyais qu'au lieu de me parler de moi, tu allais me parler de vous, mais c'est très bien. Ah bah, j'y viens. Ah bon, d'accord. Pour te parler de nous, il faut bien te parler de toi. D'accord, je comprends. Lorsque tu retraces l'invention du surmoi par Freud, dans cet article qui porte ce nom-là, donc, l'invention du surmoi en 1922 entre Freud et Foucault, tu prends tes distances avec la critique marxiste de Freud qui faisait du surmoi l'intériorisation psychique des instances idéologiques spécifiques à une société donnée. Plutôt que de socialiser ainsi précipitamment l'inconscient, tu mobilises la catégorie de transindividuel. Et tu situes ainsi le recours que tu fais à la psychanalyse pour penser le transindividuel. Je te cite donc, « Si l'introduction du concept de l'inconscient transforme radicalement notre intelligence du champ politique, l'inverse n'est pas moins vrai. L'interférence avec le politique ne va pas sans tension ou sans contradiction, mais elle est comme telle requise par la définition de l'inconscient, en tant que celui-ci précisément n'est réductible ni à de la psychologie individuelle, ni à de la psychologie sociale. Le transindividuel fait apparaître que l'individuel et le collectif relèvent d'une seule structure, dont ils constituent des fonctions réversibles. Lacan donne de cette réversibilité la formule qui me semble la plus frappante, en tout cas une formule frappante, et qui est la suivante: le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Ce qui ne se renversera pas forcément en une formule complémentaire du genre l'individuel, c'est l'objet du collectif, mais plutôt en quelque chose comme l'individuel, c'est le prolongement du collectif, prolongement dont il s'agit d'établir la modalité,
à cet égard, la reprise que tu proposes de l'identification freudienne, en faisant le levier de cette mise en continuité de l'individuel et du collectif, est centrale. Le surmoi, qui est suspendu à l'identification dans la théorisation freudienne, venant complexifier cette mise en continuité de l'individuel et du collectif en faisant le lieu d'exercice de sa puissance d'antinomie. Du reste, dans l'épistémé lacanienne, les figures de la réversibilité sont implicitement liées à une formule qu'on pourrait à la fois dire de départ et liée au moment hegelien de la philosophie française. Le désir, c'est le désir de l'autre, qui connaîtra des métamorphoses formelles jusqu'à l'usage des figures topologiques que tu connais, telles que la bande de Moebius ou la bouteille de Klein, qui sont voilà, des formalisations. Tu veux dire devant lesquelles je demeure stupide depuis 40 ans. Oui, vas-y, continue. Bon. L'ontologie relationnelle que tu construis à partir de la structure du transindividuel emprunte, à la manière freudienne, une composition de relations aux prises avec la possibilité toujours imminente de sa propre destruction. La menace de dissolution qui pèse sur le corps social que Freud envisage comme foule ou comme masse formée par l'identification, donc sa fragilité propre, tient-elle à ce que tu nommes dans le texte sur l'invention du surmoi une désidentification qui renvoie l'individu à son statut de Masse zu eins, Einsamkeit, donc à sa solitude dont il est artificiellement allégé dans la masse ou dont il est protégé par les institutions de l'État qui fonctionnent comme des mécanismes de défense, de ce point de vue-là. Idée que tu trouves chez Freud, mais à laquelle tu donnes voilà, une extension qui est beaucoup plus grande que celle qu'elle a chez Freud, ou bien donc, cette menace de dissolution est-elle le fait de cette puissance d'antinomie qu'est le surmoi et qui pourrait alors fonctionner à la manière de ce que tu nommes ailleurs, une cause qui s'absente, c'est-à-dire ce qui s'approche par des effets multiples et complexes, jouant simultanément sur le plan politique et sur le plan subjectif. Une retraduction de cette cause qui s'absente dans ce contexte pourrait être ce qui est toujours agissant, mais se rend insaisissable dans le principe même de son action. Ce que figure très bien, à mon avis, le surmoi comme principe d'antinomie, qui rend impossible l'alignement du sujet sur ses propres commandements. Autrement dit, est-ce que tu penses le surmoi comme ayant des effets politiques? Politique. Oui, politique. Politique ou positif? Politique. Politique. Oui. Ou est-ce que tu le penses comme cette cause qui s'absente, à partir de laquelle il n'y a pas d'autre sujet que politique, si on considère avec toi que ce qui caractérise le sujet est précisément d'être aux prises avec ses propres apories, qui se travaillent dans l'espace d'une contradiction infinie que les formations sociales abritent, et dont le racisme se proposerait en quelque sorte comme mode de subjectivation. J'en viens à partir de là à la question un peu énigmatique qui constitue un horizon de travail pour essayer de penser un racisme systémique ou un racisme structurel avec la psychanalyse et qui se trouve donc, question un peu énigmatique, qui se trouve condensée dans ton article du début des années 80, les avancées du racisme en France, repris dans Les frontières de la démocratie. Donc, formulant ce que tu nommes une hypothèse métapsychologique, tu avances donc que c'est un casse-tête. J'avais tout préparé pour que tu non, tu savais que coincer aujourd'hui. Oui. Voilà, tu savais que tu n'échapperais pas à ce problème parce que je me casse la tête dessus depuis tellement longtemps que voilà. Oui, je savais. Et enfin, ça vient. Et enfin, ça vient. Donc, tu avances dans cet article que non seulement, dans cet article qui d'ailleurs ne nomme pas le surmoi comme tel, mais le laisse deviner à plusieurs carrefours. Donc, non seulement le racisme est institutionnel, dis-tu, mais le racisme est une structure psychique d'État implicitement suspendue au fait que la loi, l'instance de la légitimité, est représentée par l'État. Alors, je voudrais te soumettre une tentative de lecture de cette formule complexe. Oui. Donc, à partir de ton article sur le surmoi, qui est ultérieur à ce... Oui.
Et de ce qui amène à penser la loi comme devant être subjectivée, dans la mesure où elle ne cesse d'objecter à elle-même, elle ne cesse de se diviser entre la puissance et le pouvoir dont l'État incarne la légitimité. De cet écart à elle-même surgit la nécessité de cette instance de traitement et non de résolution du conflit, instance de traitement du conflit en jeu, donc dans la loi, qu'est le surmoi. Si l'État représente la légitimité de la loi, ce n'est pas sans exhiber aussi sa face impolitique, ce que tu appelles impolitique, dans l'expression d'une puissance excessive et destructrice, susceptible de ramener les citoyens à une position d'assujettissement qui dévoilerait la possibilité tyrannique. Cette menace doit sans cesse être conjurée en démocratie, sans quoi la loi et l'État pourraient se cliver. Or, il n'y a pas plus d'État dans la tête qu'il n'y a, et ça tu l'établis très clairement dans le texte sur le surmoi, qu'il n'y a un inconscient de l'État. Donc, je ne vois pas comment on pourrait soutenir l'idée d'un surmoi d'État comme support psychique de l'antinomie de la loi. Par contre, l'antinomie de la loi que l'État représente oblige les citoyens à la subjectiver. C'est la fonction du surmoi, à subjectiver cette antinomie. Le racisme est-il alors à concevoir comme la défense propre à la subjectivation de l'antinomie de la loi en démocratie? Sert-il à démentir l'illimitation démocratique, elle-même implicitement suspendue au fait que la loi ne peut pas coïncider tout à fait à elle-même? Qu'est-ce qui s'est passé en 1980? En effet, le rapprochement que tu fais de mon texte avec le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire me grandit beaucoup trop, mais en même temps, je t'en remercie. Bon, évidemment, hein, c'est une généalogie que non seulement que non seulement je ne veux pas récuser, mais qui, je pense, fait sens à condition, bien sûr, de garder le sens des proportions et de mettre à côté de ce que j'ai pu dire ou faire à ce moment-là, beaucoup d'autres interventions ou manifestations du même genre. On est obligé de tenir compte non seulement des dates, mais des âges. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais c'est l'histoire du XXe siècle qui est en cause ici, vue depuis la France, c'est-à-dire la cristallisation pour plusieurs générations successives dans l'espace politique français des traces de l'événement révolutionnaire dont procède l'existence des partis communistes et leur politique ou leur stratégie plus ou moins adaptée, de moins en moins adaptée, semble-t-il, au monde environnant, mais dont l'impulsion a mis très longtemps, si même c'est le cas complètement aujourd'hui, à s'affaisser, à s'éteindre, à disparaître, en somme, etc. Bon. Ce qui est d'autant plus ce qui s'est manifesté en particulier tout au long du XXe siècle en France et ailleurs, par le fait que les militants, les jeunes, pour qui la politique des partis communistes était profondément décevante, cherchait, et l'entreprise d'Althusser s'inscrivait aussi dans cette perspective à beaucoup d'égards, cherchait un recours, non pas, et je ne dis pas qu'ils avaient tort, non pas dans le fait de tourner la page, mais dans la tentative de
réactiver quelque chose qui aurait été perdu, hein, comme dit Nahareth, la tradition perdue. Hein. Bon, c'est-à-dire de remettre la révolution d'une façon ou d'une autre à l'ordre du jour. Bon. Alors cette tentative se faisait sur le fond d'expérience et de connaissances très, très, très inégalement distribuées d'une génération à l'autre. 56, c'est la date tournant de l'histoire du communisme en Occident, évidemment. C'est le rapport Khrouchtchev. Bon, oui, c'est tout à la fois, c'est le rapport Khrouchtchev, mais c'est surtout la révolution hongroise. Et la révolution hongroise. Bon. Et moi, plus tard, il y aura Printemps de Prague, des tas de choses, et la Chine et tout ça, etc. Mais moi, j'étais trop jeune pour que ça signifie quelque chose de concret, de vivant. Hein, tu comprends ? J'entre au Parti communiste, à l'Union des étudiants communistes, et ensuite au Parti communiste, comme je le raconte dans cet article, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Et le contexte de la guerre d'Algérie, pour certains, au fond, pour des gens des générations précédentes, ou certains des générations précédentes, non seulement ça n'occultait pas le traumatisme de 1956, c'est-à-dire le fait que l'armée soviétique, avec le soutien des partis communistes du monde entier, ou presque, enfin aussi, soit allée écraser une révolution ouvrière, une révolte ou une révolution ouvrière. Bon. Mais à certains égards, ça ne faisait qu'accentuer, la rupture, la coupure, hein, ça savez, la coupure. Plus tard, j'ai lu des textes de gens justement plus âgés que moi, qui avaient été directement mêlés à ces événements de pays différents d'ailleurs. Bon, Henri Lefebvre en France, Mario Tronti en Italie, etc. Bon. Mais pour les Français, évidemment, il y avait le collage, la simultanéité des deux événements. D'un côté, le renversement du communisme officiel, d'espoir collectif en force de répression, et puis de l'autre, la compromission avec le colonialisme français en Algérie. Bon. Alors il faut que vous compreniez qu'un jeune homme né en 1942, donc il y a 20 ans, qui a 18 ans, qui a 16 ans en 1958 au moment du coup d'État du général de Gaulle, enfin qui ramène le général de Gaulle au pouvoir, bon, disons les choses comme ça, bon, et qui ensuite, étant étudiant, au fond, vit, alors non pas je ne vivais pas dans la hantise, mais je vivais dans la conscience aiguë. Nous vivions tous, nous les manifestants des manifestations du quartier latin, de l'UNEF, contre la guerre d'Algérie, etc., dans la conscience aiguë du fait que si au lieu d'avoir été des étudiants, on avait été des ouvriers ou des paysans, on ne bénéficierait pas d'un sursis pour études, mais on serait confronté à la question de savoir si on acceptait d'aller faire la guerre coloniale dont on ne savait pas tout. Hein, loin de là, mais enfin quand même suffisamment pour comprendre quel scandale c'était, ou bien au contraire de déserter, de rallier le FLN, etc. Je sais pas, je ne peux pas dire ce que j'aurais fait si j'avais été confronté. Bon, en tout cas, c'est ce qui nous a formés. Alors, est-ce qu'on connaissait est-ce qu'au moment où je suis entré au Parti communiste français en me disant, bon, bah, il a toutes sortes de défauts, mais c'est quand même la force
où se retrouvent les militants les plus organisés. La CGT jouait un rôle très important dans cette affaire. Je me souviens de manifestations contre la guerre d'Algérie où l'affrontement avec la police était très violent et évidemment c'était difficile de ne pas être impressionné par le fait que en face de la police il y avait le service d'ordre de la CGT et non seulement il tenait le coup mais il faisait reculer les flics. Bon. Donc c'était est-ce que à ce moment-là, alors à ce moment-là, j'avais pas lu le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, je l'ai lu plus tard. Bon, d'autres l'avaient lu, hein, d'autres l'avaient lu. Euh, euh, et peut-être un petit peu plus vieux que moi, mais même du même âge. Bon. Et est-ce que l'ayant lu, je me serais dit, ah ben non, le Parti communiste, si on est vraiment anticolonialiste, et si en plus on a du socialisme une idée qui ne soit pas celle de la dictature du parti unique, c'est pas là qu'il faut aller. Hein, c'est pas là qu'il faut aller. Bon, j'en sais rien. Mais le fait est que je me suis... Alors évidemment, l'influence d'Althusser a joué un rôle énorme dans cette affaire. C'est pas lui qui m'a fait adhérer au Parti communiste, mais c'était peut-être à la limite plutôt Sartre qui avait déclaré que le marxisme était l'horizon indépassable de notre temps et qui semblait n'avoir qu'un pas à faire pour se retrouver dans l'organisation. Mais pendant des années, je me suis posé la question de savoir si ce qu'avait fait Althusser exactement en 56. C'est toujours pas très clair pour moi. Hein, beaucoup le lui ont reproché. Bon, alors de toute façon, il faut que j'avance un peu, mais il y a eu une succession d'événements. Traumatiques, on pourrait dire les choses de cette façon. Bon. Et l'affaire du bulldozer de Vitry, que je ne vais pas raconter à nouveau, mais n'était que l'une d'entre elles. La révélation du fait que non seulement il y avait à l'intérieur du Parti communiste une connivence, c'était compliqué, c'était pas une connivence avec le complexe, au fond, colonial et par conséquent inévitablement aussi raciste qui imprégnait la société française et que le rapport des forces tournait dans le mauvais sens, a précipité chez moi, plus tard que pour d'autres, plutôt peut-être que pour d'autres encore, à la fois un désir, je ne dirais pas infantile, un peu, mais enfin quand même, bon, de passer à l'acte, d'en finir. Hein, bon. Et d'autre part une volonté d'essayer de le faire en portant le regard au creux du complexe indicible, on pourrait dire les choses comme ça, ou nébuleux, qui articulait entre eux le communisme à la française et le nationalisme. Hein, bon. D'où par voie de conséquence, évidemment aussi l'impérialisme, parce que ça c'est un point auquel il faudra en venir, mais plus j'ai travaillé ensuite avec Wallerstein et d'autres, plus j'ai pris conscience d'une chose qui, je pense maintenant, n'est pas très originale à dire, hein, évidemment, mais qui est que la nation française s'est construite par et dans la colonisation et que, bien entendu, ce lien survit très longtemps à la fin de l'Empire, hein, à la destruction de l'Empire. On en observe les effets tous les jours aujourd'hui, bien sûr, ça n'a pas changé. Bon. Et c'est un lien qui se noue à la fois au niveau très concret
du rapport, j'allais dire, du traitement de certaines populations, de certains corps étrangers, entre guillemets, présents sur le territoire français, en particulier tous les immigrés qui sont originaires des anciennes colonies et notamment du Maghreb avant toute chose, mais d'autre part aussi, sur un plan plus abstrait, plus spéculatif, plus à la fois enfin, imaginaire et symbolique, sur le plan des discours et des idées qui articulent l'État, la nation et la collectivité ou le corps collectif. C'est en effet à ce moment-là que j'ai dû commencer à me dire, comme d'autres, encore une fois, ce n'est pas une idée qui m'est propre, hein, c'est pas une idée qui m'est propre, que j'ai dit ça plus tard dans Race, Nation, Classe, hein, bon, que le lien entre le racisme… Bon, premièrement, qu'il n'y a pas de nation sans nationalisme. Oui. Bon. Deuxième, bon, ce qui fait évidemment du nationalisme une réalité extraordinairement fluctuante, hein, et inégale dans ses effets. J'ai toujours soutenu, contre d'autres peut-être, enfin, que ça ne sert à rien d'essayer de spécialiser des mots qui permettraient de tracer une ligne de démarcation claire entre le bon nationalisme et le mauvais nationalisme. Hein. Bon. Alors, celui qui est à l'œuvre dans la résistance au nazisme et celui qui est à l'œuvre dans l'assujettissement et des peuples colonisés ou dans la chasse aux ennemis intérieurs. Bon. Oui. Il vaut naturellement aussi, et ça, c'est pas simple toujours à dire dans un contexte de critique du colonialisme, pour le nationalisme des colonisés eux-mêmes. Hein. Oui. Alors évidemment, quand on relit Frantz Fanon de ce point de vue aujourd'hui, on est frappé par la lucidité qui est la sienne à cet égard, hein, en particulier dans les derniers chapitres des damnés de la Terre. Mais ça ne va quand même pas de soi d'expliquer que même le nationalisme de résistance contient en lui la potentialité d'un exclusivisme dominateur et meurtrier. Bon, donc, d'une part, c'est cette idée, et d'autre part, l'idée que j'ai développée dans certains chapitres du livre avec Wallerstein, Race, Nation, Classe, suivant laquelle le racisme est un supplément intérieur du nationalisme. Bon, alors, dire que c'est intérieur, c'est dire que qu'on s'en débarrasse pas, qu'on peut pas l'épurer. Hein, bon, on peut essayer de le contrôler, mais et d'un autre côté, dire que c'est un supplément, c'est dire qu'il y a une articulation de deux idées ou de deux phénomènes qui sont pas strictement, dont l'un n'est pas purement et simplement l'expression, dont l'un n'est pas purement et simplement l'expression de l'autre.